Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur BLTV. Nous ferons avec vous ce soir ou ce matin, où que vous soyez, où vous nous recevez sur la toile, nous ferons avec vous 50 minutes de tour d'horizon de l'actualité béninoise. Nous aborderons Bris de silence, le nouvel ouvrage que lance sur le marché littéraire Angela Peja. Nous parlerons également d'un recrutement dans l'univers politique, un recrutement dans la mouvance après le colonel Tawes. Après Bertin Kaovi, c'est à présent le tour de Richard Bonny qui rejoint la rupture. Nous parlerons encore évidemment de ce phénomène qui paralyse nos vies, Covid et sa recrudescence, Covid-19 et sa recrudescence. Le gouvernement fait comme un groupe de presse dont on avait parlé sur ce plateau il y a quelques semaines, quelques jours. On avait parlé bien sûr du groupe de presse Le Matinal qui donnait le ton, en tout cas, d'imposer le vaccin dans son entreprise. Eh bien, le gouvernement fera pareil à la présidence au palais de la Marina avec ses employés. Vous ne vous faites pas vacciner sous 72 heures, on vous dira ciao. Bienvenue à vous, le plateau reste le même. Je suis avec Tibur Sadagbe. Bonsoir. Ben voilà, comme tu le dis, ça dépend du moment où on est reçu. Absolument. Habib Dakogan. Bonjour, bonsoir. Très Pour bien. ceux qui sont au Japon, je dirais bonjour. Absolument. Surtout qu'on a du monde au Japon. Ah ben oui, quand même. Oui, il y a eu les Jeux Olympiques. En tout cas, on a... Absolument. Le sorcier blanc, Je suis là, toujours fidèle au poste. fidèle au poste. Voilà. Nous installons avec le déchaîné du jeudi qui est bien sûr devant nous. Le déchaîné du jeudi qu'on vous invite également à parcourir lorsque vous en aurez l'occasion. C'est avec le déchaîné du jeudi que nous ouvrons donc cette émission. Net ou pas net? Net? Ah, net. Net? Oui. Net ou pas net? Non, de toute façon, on ne peut plus échapper au net. Hein. Net ou pas net? Ça dépend de ce que chacun y fait. En tout cas, l'avenir appartient au net, puisque nous sommes dans le net. Voilà. C'est clair et c'est net. C'est clair et c'est net. C'est clair et c'est net. Absolument. Alors, un livre fait parler en ce moment de lui. Et ce livre, on l'appelle Bris de silence. Au lieu qu'il y ait silence, il y a beaucoup de bris, de bruit. Et dans nos maisons, ça jase énormément au sujet de ce livre parce qu'il ne laisse plus personne indifférent. Ce livre est bien sûr le livre qu'a lancé le 20 dernier Angela Damata. Angela Damata nous met sur la place un livre à polémique, un livre qui devrait nous fixer autour d'un thème qui devrait bousculer un peu tout le monde. Mais au lieu qu'on parle de ce thème, les esprits s'égarent un peu. On a appris que des personnes ont été écoutées cette semaine. On a appris que des personnes sont entre les liens de la justice et que d'autres sont écoutées et mises sur convocation. On apprend en tout cas que l'auteur se sent victime, harcelé un peu partout. Et sur ce, je vais passer la parole tout de suite à l'auteur, l'un des auteurs sur ce plateau, Habib Dakogan. Que dire de cet auteur dans l'œil du cyclone? Ah oui, cette histoire, c'est le parcours d'une cause qui a pris de l'eau. La cause du harcèlement est tout ce qu'il y a de plus noble dans la défense des intérêts de la femme, mais la forme dans toute chose. La forme n'a pas suivi, et ce qui aurait pu être une véritable révolution dans la prise de parole des femmes pour défendre leurs intérêts, s'est trouvé noyé dans le manque de forme, dans le vice de forme. Du début jusqu'à présent, on voit une jeune dame qui a quand même tout le charme, tout le charisme possible pour défendre, pour tenir quelque chose parce que elle est présentable, elle a son noir naturel, ses cheveux crépus. Mais ça, c'est des choses qu'une Africaine peut valoriser et défendre. Mais le langage derrière ne suit pas. Et on voudrait bien que ce livre qu'on attendait et soit dans le prolongement des prises de position qu'on a vues sur le net et auxquelles on a adhéré. On s'est dit, parce que vous voyez, il y a une frange de la population, de l'opinion, qui disait elle n'est pas légitime pour porter ce combat. Moi je dis je m'en fous, pourvu que le combat
soit menée. Ouais. Bon, après, il y a eu trop de sorties d'Angela, trop de sorties, et on a attendu ce livre, il est venu dans un chaos terrible, la cause est en train de se noyer. Et actuellement, il y a toujours des sorties. Et je dis, il y a Brassens qui dit que l'arc-en-ciel qui dure un quart d'heure, personne ne l'admire plus. Je pense que c'est le moment de rectifier quelque chose, si c'est possible, mais je pense qu'il y a lieu d'arrêter de tirer sur la dame, parce que là où elle est, elle ne doit pas être bien. Donc qu'on arrête de tirer sur elle et qu'on attire son attention, qu'on lui demande de se reconcentrer sur son combat, sur la cause, les problèmes d'exemplaires en fuite, les problèmes matériels d'exemplaires en fuite, les problèmes d'édition. Il faudrait qu'ils deviennent secondaires pour qu'elle se reconcentre sur cette cause qui est noble. On parle ici d'harcèlement sexuel, on parle d'harcèlement en milieu professionnel, on parle d'harcèlement en milieu social, on parle d'harcèlement tout simplement. Et aujourd'hui, Brise de silence était censé nous concentrer, nous convoyer, nous faire converger vers ce thème-là. Cette problématique dommageable pour l'avenir de nos filles, de nos sœurs, de nos femmes, de nos mères, dans leur environnement professionnel, familial, etc. Aujourd'hui, celle qui, pour la première fois, met ce sujet sur la table, se dit être l'objet de toutes les attaques qui viennent de partout. Elle se sent ébranlée. Le père de fille, qui nous a rappelé qu'il est un père de fille sur ce plateau il y a quelques jours, il dit quoi face à ça? Bonsoir aux téléspectateurs. Angela Pecha devrait savoir que dans un milieu aussi masculinisé que le nôtre, il est évident que quand tu choisis un thème comme le harcèlement sexuel, que ce soit en milieu scolaire, universitaire, professionnel et autres, ça doit faire bouger beaucoup de lignes. Et les hommes n'ont pas intérêt à ce que l'opinion publique soit focalisée sur le thème du livre. Alors, elle sera objet de toutes les attaques. Chacun ira de sa sorcellerie pour la fatiguer et faire regretter d'autres personnes qui avaient une initiative du genre à sortir un livre pour briser le silence. Du coup, Brise le silence a commencé par se noyer au détriment du thème initial évoqué dans le livre. C'est à nous, mettants professionnels des médias, d'aider Angela à avoir la tête sur les épaules, à pouvoir se départir des détails pour mener son combat. Car le thème évoqué, à savoir le harcèlement sexuel dans tous les milieux, est encore d'actualité, a encore cours dans nos milieux professionnels. Alors, il faut que, comme il y a des auditions, des gens qui accompagnent la justice dans ce cadre-là, eh bien, il faut que le pouvoir public judiciaire se contente davantage sur son élément et que Angela Pecha trouve l'appui des psychologues qui vont lui permettre, et nous aussi, nous, ses confrères, qui devront la soutenir à tenir bon. Car si Angela Pecha tombe, c'est une lutte qui meurt. Et les pervers que nous sommes en griffe sommes toujours là et voudront toujours continuer dans cette approche à manger en griffe les faibles. Très bien. Pour le père de fille que je suis, je dis je vais mener aux côtés de Angela et aux côtés de tous les autres ce combat jusqu'à ce que ça se noie, ce penchant des hommes et aussi des femmes à tout manger sur le chemin. Très bien. Alors, au lendemain du lancement de ce livre-là, on a vu qu'il y a une version qui s'est retrouvée sur la toile. Une version qui, selon les dires d'Angela Damata, s'est retrouvée tronquée, n'était pas la version finalisée. Et cette version-là était en quelque sorte venue noyer les ventes qu'elle attendait au lendemain du lancement de son livre. Dans cette version-là, le Béninois s'est senti impliqué dans une guéguerre entre les personnes qui ont été citées dans le livre, qui se sont d'ailleurs retrouvées quelques jours après auditionnées. Ces personnes-là, aujourd'hui, sont dans les liens de la justice. Vous qui connaissez le milieu
de la presse et qui connaissait les acteurs. Quel est votre regard par rapport à ce scénario qui nous emballe depuis le 20? Alors, je vais aborder le sujet du livre d'abord en tant qu'ancien éditeur, parce que j'ai été éditeur. Ensuite, en tant qu'observateur de la vie, de la société, je dirais comme d'ailleurs Aboubakar et Habib, sur le combat, sur la légitimité que n'importe qui a de porter ce combat, il n'y a pas de débat. C'est un combat qui mérite d'être fait. Et j'espère d'ailleurs qu'elle ne sera pas la dernière, n'est-ce pas? Alors ça, il n'y a rien à dire là-dessus. La façon dont le combat est mené, on peut faire débat. Moi, j'ai acheté le livre, je l'ai lu, et là, je parle plutôt en tant qu'éditeur. Quelqu'un qui a eu souvent à corriger des manuscrits. Et j'ai lu le livre. Alors, sur le style, je suis un peu resté sur ma faim. Je n'ai pas été satisfait. Je ne le dis pas pour... je ne dis pas pour banaliser ce qu'elle a fait. Je sais ce que c'est qu'écrire. Je sais ce que c'est que passer des nuits, ne pas dormir et tout écrire. Mais je me dis finalement, quand je lis, je me demande quel est l'objectif du texte. Qui n'apparaît pas clairement. C'est pas très clair. C'est-à-dire, lorsque je lis une scène, lorsque vous relatez une scène, que je lis et qu'au bout de ma lecture, je ne suis pas révolté, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire, lorsque vous me racontez une scène dans laquelle vous avez échappé à un viol, exactement, et que je le lis et que j'ai le sentiment que je suis en train de lire un sas, une histoire érotique de Malko, le prince Malko, linge et tout, moi, ça me gêne particulièrement. Parce que ce n'est pas le fait qui est le problème, c'est la façon dont tu rencontres du fait. C'est-à-dire, une tentative de viol peut être présentée et à la fin, vous aurez envie vraiment d'adhérer, en fait. D'adhérer, d'aller rechercher le violeur. Le violeur, le On coupable. peut vous présenter la même situation avec une figure de style qui vous donne en fait le sentiment que les gars, bon, finalement, ils ont pris leur pied. Ah, mais tiens, le gars, ah, tiens. Voilà. En plus, donc moi, j'ai été vraiment très... Le malaise s'est dégagé. Oui, j'ai été très embarrassé. Bon, de toutes les façons, je me dis, un auteur n'est pas responsable de tout. L'auteur, ce qu'il fait, c'est qu'il propose. Donc, du coup, je ne peux pas faire vraiment des reproches à l'auteur en disant là, elle a écrit. C'est l'éditeur qui devait accompagner qui, avec l'expérience qu'il a, autrement, il n'y aurait pas d'éditeur. S'il y a un métier d'éditeur, c'est bien parce que on sait que l'auteur ne peut pas partir écrire un manuscrit, prendre directement et aller à l'imprimerie. Qu'est-ce que l'éditeur a eu à faire? Quel est le travail qui a été fait? Pour qu'on se retrouve finalement avec un texte qui, voilà, plutôt sulfureux, au lieu d'être un texte qui crée de la révolte. Qu'est-ce qui a été fait? À mon avis, il y a eu un problème voilà, au niveau de l'éditeur. Tu me donnes envie de me ruer sur le livre avec... en réalité, tu as juste à attiser ma curiosité. Mais c'est très décevant parce que si je me mets à lire et que tu décris une scène où tu me parles d'une voix suave, non, une scène de viol, il n'y a pas... En principe, quand tu as échappé à un viol, bon, de toute façon, moi, personne n'a jamais essayé de me violer, mais ce n'est pas une raison. Quand tu as vraiment échappé à un viol, le souvenir que tu as, il ne doit rien avoir de suave dedans. Même si la voix était suave au moment des faits, le souvenir que tu en as ne peut plus l'être. Puisque tu as le sentiment, puisque tu sors blessé. La voix qui a été suave doit être une voix diabolique pour toi. Mais si tu l'écris en disant que voilà, une voix caressante, une voix tendre et tout, le gars, tu lui détais force, après tu te retrouves sur le dos. Ouais un peu l'image. Le gars prend ton dessous, qui fait tournoyer sur le bout de l'index. Tu as pris du plaisir en fait. Non, la façon dont là, je me dis peut-être je ne le fais pas. Il a pris son pied. Malheureusement. Oui, mais là, finalement, on se dit, oui, mais voilà une bonne initiative. Mais à la fin, qu'est-ce qui m'arrive? Ouais, très bien. Nous avons fini malheureusement.
Le temps sur ce premier... Le temps sur ce premier chapitre s'est envolé malheureusement. Mais on a bien compris vos positions. En tout cas, on espère, on voit le développement autour de ce livre qui a été lancé là. On espère en tout cas dans les jours à venir voir un dénouement plus satisfaisant et pour l'auteur et pour les personnes mises en cause dans ce feuilleton assez sulfureux quand même. Et surtout qu'on se recentre sur le thème essentiel qui reste le harcèlement. Et j'espère que tout le monde doit être d'accord en tout cas que ce sujet-là est un sujet important sur lequel il n'y a pas à tergiverser, quelle que soit la personne qui porte le sujet. On se retrouve juste après ceci. Nous sommes de retour sur BLTV et avec vous, nous abordons le deuxième thème qui est recrutement dans le paysage politique on va dire, comment est-ce qu'on va appeler, c'est pas une sorte de mercenaires politiques, ceux qui dérangent un peu qui bougent un peu les... Bref, après le colonel Tawes, je le disais dans Tam, on a eu Bertin Kouovi et maintenant c'est le tour de Richard Boni qui rejoint la table rupture. Ce ne sera pas pour un festin, mais ce sera pour apporter sa pierre à l'édifice construction d'une nation, d'un État et surtout une entrée dans ce paysage-là qui en appelle aux anciens présidents de la République afin qu'ils renouent le dialogue avec le président actuel, Talon Patrice. Et surtout, une invite de ce président-là à également initier un dialogue national parce que, selon lui, selon ses dires, les élections dernières n'étaient pas de nature à rassembler le peuple béninois. Il est plus qu'évident aujourd'hui que Richard Boni fait une entrée plus que tonitruante. De toute façon, on ne s'y attendait pas. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Parce qu'il n'y a pas longtemps, moi, je le voyais souvent couper du gombo dans une vidéo en train de dire tout le mal qu'il pensait du système. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un de très actif sur la toile, donc tout le temps, il faisait des publications et tout. Donc, alors, moi, je me dis, peut-être qu'il y a des choses que j'ai ratées. Puisque un jour, je vais sur la toile et je me rends compte qu'il a changé totalement de position. Et puis, il avait vraiment un argumentaire en béton pour répondre à tous ceux qui s'en prenaient à lui. Naturellement, ses anciens compagnons de l'opposition, enfin activistes comme lui. Et puis, il y a notre ami Takou qui était au premier plan. Le maître Vergès. Voilà, qui a expliqué. Des causes perdues. Voilà, qui a expliqué pourquoi Richard Boni devrait faire ça et tout. De toute façon, moi, ça ne me surprend pas. Ça fait quand même un moment. Je peux dire, ça fait une vingtaine d'années qu'on observe vraiment la vie politique et tout, de façon professionnelle, je peux dire, en tant qu'homme des médias. En tant que très proche de la vie politique aussi de temps en temps, ces choses, moi, ça ne me surprend pas. C'est pourquoi parfois, quand je vois des gens être un peu dans des positions jusqu'au boutiste et tout, moi je leur dis non, le Bénin est trop petit. Le Bénin est trop petit. Nous sommes combien? Nous sommes 12 millions. Et puis quand on dit 12 millions, nous sommes à peine 5 000 vraiment capables de parler, de prendre des décisions et tout. Et parmi les 5 000 là, pour les 5 000 personnes, c'est quoi? La probabilité qu'on se rencontre est très forte. Donc moi, je ne crois pas trop aux positions extrêmes. Radicales. Je n'aime pas d'ailleurs. Les mêmes qui ont fait hier avec le président Yahi sont les mêmes qui sont là. On peut dire même qu'il n'y a que le leadership qui a changé, c'est tout. Donc à partir de ce moment, les positions extrêmes, moi, je ne les aime pas. De la même façon, je n'aime pas les soutiens aveugles et imbéciles. C'est-à-dire, quand tu es dans une position où tu peux te donner la liberté, sans être extrême, de dire les choses telles que tu les penses, moi je crois que personne, en principe, ne devrait t'en vouloir pour ça. Donc, il ne sert à rien d'amener les gens sur une mauvaise piste et tourner Kazakh après. Très bien. Alors, j'aimerais rebondir sur ce dernier aspect de l'intervention de Thibio Sabadavé qui dit vous montez une guérilla, on va même dire, et des gens qui sont à fond derrière vous, qui croient en vous, parce que vous devenez un leader d'opinion. Et ils sont à fond, et puis un beau matin, on ne comprend rien.
vous retournez kazakh. La veste, elle se retourne totalement et puis c'est totalement l'envers du décor qu'on voit. Et vous demandez à ces gens-là de vous suivre. Et vous apportez des arguments qui sont ceux-là avancés tout à l'heure. Comment on arrive à faire ça pour vous qui observez l'évolution? Trois facteurs, de mon point de vue, expliquent ce genre de retournement de situation. Premier aspect. Et ça, il faut remonter au propos de Bertin Corvy, qui disait que à partir du moment où des candidats ont choisi de se présenter sous le modèle décrié par eux dans un premier temps et validé comme tel par la Cour de la CEDEAO des droits de l'homme, il faut abandonner le combat. Vous n'êtes plus dans le combat juste. Ça, c'est Bertin Corvy. À partir de là, il importe que les plus intelligents de la ligne dure qui étaient contre Patrice Talon révisent leur position. Et c'est la thèse que défend Bertin Corvy. Maintenant, l'autre thèse, quand vous êtes en face de quelqu'un et à l'issue du combat, ou du moins après les élections, vous sentez que celui qui est votre concurrent, votre adversaire, est tellement fort que vous n'avez plus de chance de gagner par la suite, eh bien, il faut réviser sa stratégie. Et dans la révision... Alors, réviser la stratégie, c'est le rejoindre, c'est ça? Non, réviser. Mais c'est ce qu'on voit là. Réviser, ça veut dire quoi? Vous allez tenir compte des rapports de force et choisir de changer de paradigme, pas le jeune directement. Et quand on sait qu'il y a un chaos terrible qui a résulté des élections présidentielles, à savoir où des gens sont dans les lignes de la justice, poursuivis, il y a eu des terroristes, il y a eu ça, il faut faire de sorte que le Bénin se réconcilie avec lui-même. Et c'est la thèse défendue par mon jeune frère Richard Boni. Il faut réconcilier les gens d'abord. D'abord. Et pour le faire, il a été tellement génial qu'il a préconisé une rencontre entre les anciens chefs d'État et Patrice Talon, parce que ceux-là qui régentent le système politique, si ceux-là accordent le violon, eh bien, la massue fraternellement. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'il devienne radical? Qu'est-ce qui fait que, par exemple, hier, quand Richard Boni m'a appelé, il m'a dit, Aboubakar, aujourd'hui, je suis à Talon 150%. Ah, là, il n'adhère pas que... Il ne change plus de stratégie. Non, pourquoi? Il ne change plus de stratégie, mais là, il adhère à 150%. Oui, pourquoi? Et c'est le dernier aspect. Ouais, vous imaginez... Parce que les gens se sont pris à lui. Oui, très bien. Non, il nous prend pour des cons. Non, je viens. Toutes les fois où les autres membres de l'opposition, pour la plupart activistes, ils n'ont pas un parti politique, s'attaquent à une personne simplement parce qu'elle prône la paix, dégage les pistes pour une paix durable, on trouve en lui le pestiféré, le vilain. La dernière fois, on a dit de Richard Boni, quand on voyait politologue, génie, à partir du moment où il a prôné la paix, eh bien, l'ambassadeur Oumar Harouna a trouvé en lui que c'est un gardien de garderie, il n'est pas qualifié. D'accord, bon là on va revenir, je vais revenir, forcément je reviendrai. Alors, je voulais aborder la partie où notre maître Vergès dit il est génial, il est un génie, il a trouvé la parade idéale justement pour tourner kazakh. La parade, c'est qu'il faut changer de paradigme. Et changer de paradigme, là où je suis en griffe un peu embêtée, c'est qu'il dit, en changeant de paradigme, il faut totalement adhérer à la cause de son ennemi en griffe. Ils l'ont poussé à ça. Et il dit, ils l'ont poussé à ça. Je vous ai vu réagir. Déjà, il faut qu'on soit d'accord sur un point. La démocratie autorise qu'on change d'avis quand on veut. Donc c'est clair. Bon, il n'y a aucune loi qui empêche ça. Mais ce qui embête et me désole, c'est les arguties qu'on développe autour. À la limite, c'est le silence qui devrait entourer. Parce qu'on sait, on ne peut pas partir du radicalisme total à l'adhésion à 150% en donnant des arguments. J'ai entendu des arguments du genre, si vous avez fait la prison, on s'en fout. Si vous avez fait la prison une fois, vous ne direz plus ce que vous... Non, si on fait une lutte, on sait qu'on peut y aller en prison. Bon, donc, avoir eu froid en prison n'est pas une raison pour retourner sa veste, encore qu'on est libre. Mais ne revenez pas, comme disait Tiburce, nous raconter des salades. C'est ça, c'est manquer de respect
à soi-même, au peuple et à la personne qu'on est en train d'aduler. Vous voyez, il y a Brassens, je reviendrai toujours là-dessus, qui dit que mourir pour des idées, je veux bien mourir pour des idées, mais de mort lente, c'est dire que l'idée pour laquelle je veux mourir, elle peut changer le lendemain et je me retrouve sans idée. Voilà. Mais ce n'est pas une raison pour que, en changeant d'idée, je racole des arguments intenables pour expliquer que voilà, je suis aujourd'hui, je suis avec lui. Bon, ok, je suis avec lui, mais pour quelle raison? Alors, et en plus, les arguments du genre je veux la réconciliation nationale, excusez-moi, c'est abrutir le peuple que de penser que on veut. Il suffit de dire oui, je veux une résolution politique. Ah non, on est dans une structure et on est dans une structure qui a des lois. On est dans une démocratie. Bon, donc c'est quand toutes les voix sont épuisées qu'on on revient vers cette parade qui est totalement maladroite de dire que voilà, on veut une solution politique. Attendons. Alors, aujourd'hui, on a quelque chose affiché en face. On a un président de la République qui donne, en tout cas, il envoie des signaux de disponibilité. On a vu comment des personnes qui étaient recherchées sont arrivées, ont reçu. On a vu un peu comment, depuis le côté radical, la sortie du chef de l'État après les élections qui disait il n'y aura pas d'armes ici cette fois-ci, je ne blanchirai personne parce que je l'ai fait une fois et j'ai vu qu'ils ont récidivé. C'était un ton dur, c'était un ton ferme où on sentait quelqu'un qui ne voulait plus faire de cadeaux. Et puis là, on retrouve un Talon Patrice totalement... Babacool, qui accueille un peu les enfants prodigues, le retour des enfants prodigues. Et je dis... Non, on va pas s'en plaindre. On ne va pas s'en plaindre. En fait, alors, quand Richard Boni profite de cette bonne disponibilité, de cette main tendue, ouais. Pourquoi les personnes qui font partie de sa cour ne comprennent pas ce qui se passe? Attendez, Richard Boni lui-même aurait fait la même chose par rapport à ceux qui sont allés avant lui. Il aurait fait la même chose. Il n'a pas fait. En fait, c'est pas le fait qu'ils rejoignent la rupture qui dérange les autres. Mais les autres se disent, mais tu ne peux pas être en train de donner des clignotants à gauche et tourner à droite. Moi, je sais pourquoi je parlais de ces vidéos, il coupait du gombo, il avait des idées sur tout, il trouvait que gombo là lui fait mal. Ah non, je sais pas. On parle de gombo, mais quand on parle de gombo ici, là, quand on parle de gombo en face d'Aboubacar Takou, c'est pas la même chose, il faut faire attention. Je me dis, comme Habib, je me dis, c'est son droit le plus absolu de décider du jour au lendemain, de dire, bon, ok, le combat tel que je l'ai fait, je ne vois plus de perspective et tout, donc je change de position. Le reste, je crois qu'il faut le faire avec la manière. L'autre chose, où franchement je dis je ne suis pas du tout d'accord, il ne faut pas qu'ils viennent dire, oui, parce que les gens s'en prennent à moi, je redis ma position et tout, personne ne lui a rien demandé. Qui lui a Est-ce qu'il a oublié pour aller à 150%. Mais qui lui doit même faire la politique? Il aurait pu, je ne sais pas quoi, il est enseignant. Mais il est politologue. Je ne sais pas trop, ça veut dire quoi? Je ne suis pas politologue. Je reste journaliste. Non, on va pas. Peut-être que toi tu peux m'expliquer ça. Non, oui, Maître Vergès. Je me dis quel est le métier? C'est enseignant ou quoi? Richard aujourd'hui est dans le système éducatif canadien enseignant. Donc moi je me dis. Maître Vergès, c'est court. C'est court. Non, janvier. Voilà. Moi je me dis s'il était à politique ou il était de la société. Non, il n'est pas à politique. Voilà. S'il était à politique. Personne ne serait en train de lui faire de reproches. En fait, selon ce que tu dis, c'est comme s'il dit, je suis dans la vie politique, je veux prendre des positions. Quand je parlais comme Talon, il était content que des gens de l'opposition le soutiennent. Il rejoint Talon et il veut les priver de leur droit de dire ce qu'ils en pensent. Ça ne passe pas. Lui-même, il sait que ce n'est pas normal. Donc, il ne faut pas qu'il prenne ça comme argument. Il n'a pas, dans ses premiers écrits, dans ses premières intentions, rejoint Talon. D'abord, fais une nuance. Richard Boni n'est pas recherché. Il n'est pas non plus un exilé. C'est un béninois canadien vivant au Canada. Enfin, il ne sait pas. Non, il n'a jamais été poursuivi ici dans le cadre de ses écrits. Mais il sous-tend que lorsqu'on est dans une position aussi radicale, il faut prendre le risque de venir au Bénin. C'est dans la période où sa maman est décédée, il n'a pas pu venir enterrer sa maman. Ça doit faire un choc à son niveau. Et maintenant que... Pourquoi?
bon, évidemment, il était de la ligne très dure. Et quand C'est on pour ça, est de la ligne... Non, quand on est de la ligne, c'est ce genre d'argument qui me tue. C'est possible qu'on ne vienne pas enterrer sa maman. Quel procès? Ça pourrait ressembler aux gens qui disaient que Léonce n'avait jamais été empêché de rentrer. Mais quand tu dis... Non, Léonce avait un problème de justice. Il avait un problème de véhicule. C'est le même fournisseurs qui nous livraient nos voitures et ils avaient un antécédent pour lequel... Bon, le sujet n'est pas Léonce. Revenons encore à Richard Boni. Je disais tantôt que Richard Boni... sa maman simplement parce que il avait une ligne dure. Il avait de la ligne dure et à l'époque, quel procès faisons-nous? Oui, quel procès faisons-nous à partir de aujourd'hui, le président? On dit qu'il régente la justice, donc ces acteurs politiques étaient très vite vacillés. Comment Aboubacar arrive à faire quand on sort gombo et puis ne rit pas? Non, ça par contre... Non, ça par contre... C'est fort. Alors qu'il n'est pas les gens qui prient gombo. Il aime les gens qui donnent le gombo. Mon cerveau ne capte pas gombo que nous consommons, mon cerveau capte le blé. Chers téléspectateurs, vous avez compris qu'ils ne sont pas en face pour rien. Leurs positions sont parfois pas souvent conciliables. Alors, Richard Boni rejoint la mouvance présidentielle à 150%, on l'a entendu. Oui, mais pourquoi 150%? Ceux d'ici disent... Dans un premier temps... Là, on a fini. On n'est plus dans les développements. On n'est plus... En tout cas, aujourd'hui, j'aimerais pouvoir conclure en disant que ce choix lui est totalement permis, qu'il a le droit de le faire, mais qu'il devrait aussi comprendre les réactions qui émanent de partout, qui ne comprennent pas ce revirement à 380. Il doit surtout comprendre qu'il y a des gens lucides qui l'observent. Absolument, et que ces personnes-là... Ils ne sont pas lucides. C'était lucide. Il n'était pas obligé. Oui, il ne peut pas justifier. Il sent qu'il doit se justifier. C'est ça qui est un peu étonnant. Aboubacar Takou, nous vous remercions. Nous allons permettre à Richard Boni de rejoindre en paix la famille Rupture. Et lui souhaiter en tout cas. Mais il y a une question que, si tu permets, alors il ira au BR, parce que les scoops aussi, tu es là. Comme c'est lui qui fait les recrutements du BR, on va espérer qu'il rejoigne. Non, s'il vient et qu'il décide de rejoindre le parti, bien évidemment, il va choisir d'aller dans le plus grand parti du Bénin, en l'occurrence le BR. Voilà, vous avez compris. Il y a autant de place sur le dos du cheval. Beaucoup, c'est pas un cheval ordinaire. Mesdames, messieurs, on se retrouve juste après ceci. Recrudescence de la Covid-19 au Bénin, le gouvernement emboîte le pas du groupe de presse Le Matinal. La décision qui est tombée il y a quelques jours était de se dire que à la présidence de la République, si vous ne vous vaccinez pas, au bout de 72 heures, vous serez remercié. Aboubacar Takou. C'est une très belle initiative. C'est vrai que le gouvernement a pêché à bien des endroits. D'abord, est-ce que les centres de vaccination du Covid sont suffisamment éparpillés sur les territoires? Une décision est tombée pour dire qu'ils sont passés d'un certain nombre à un autre. Il y a quelques jours. J'aurais préféré que les écoles, comme nous sommes en période de vacances, soient occupées par des vaccinateurs en griffe. Si c'est plus augmente facile, encore un peu plus. Oui, si c'est ça c'est fait. D'accéder à ces centres, ça va aider. Maintenant, il faut associer la presse à la communication. Vous avez vu, il y a un prêtre, chef du feu, qui dirigeait le journal La Croix, non? Absolument. Qui vient de rendre l'âme il y a à peine quelques heures. Ah, celui qu'on connaissait tous. Celui qu'on connaissait, celui qui l'a remplacé vient de rendre l'âme. Je ne savais pas. Quand vous sortez des sujets qui ont trait à des personnalités mortes, regardons-le, d'une maladie, cela suscite un peu de psychose. Laquelle psychose conduit au respect des gestes barrières, au respect des mesures à observer pour ne pas contracter la maladie. Le centre d'Alada aurait dû être, autorisé d'accès pour la presse, dans un climat où les décideurs ne sont pas au fait des lois qui régissent la communication et l'information dans le pays. Ils font de tout des paroles de couvent.
si bien qu'il est difficile aux journalistes d'avoir accès à cette information. Or, dans le cadre d'une pandémie comme celle qui nous déchire, cette semaine, il faut quand même dire que le gouvernement est assez monté au créneau par le président de la République qui, sur cette page Internet, a remontré des images de lui prenant le vaccin, a boosté un peu tous ses collaborateurs. Qui va médiatiser ça? C'est la presse. Je veux dire quoi? Aujourd'hui, c'est regrettable qu'on n'ait pas suffisamment associé les médias à faire toucher aux populations le danger que cela comporte. Pourquoi? Vous savez, à un niveau, il faut dire que le gouvernement béninois a été en Afrique et peut-être même dans le monde l'un des régimes qui a le plus mieux abordé le sujet. Il a au début. Il a manqué la communication pour accompagner ça. Le gouvernement devait prévoir un budget pour la communication, réunir la presse dans sa crème, à étudier un peu les moyens pour vulgariser davantage cette question. Parce qu'aujourd'hui, nous qui sommes dans la presse, il y a longtemps, qui sommes partants de presse, nous ne sommes plus des journalistes, nous ne sommes plus que des journalistes, nous sommes aujourd'hui des psychologues de communication. On doit nous associer, nous rassembler quelque part pour réfléchir. C'est-à-dire que de la partie avocate, Maître Vergès devient aussi un psychologue de la communication. Parce que je sais aujourd'hui ce qu'il faut présenter pour choquer la population et l'inciter à aller se faire vacciner. Très très bien. On va y revenir à vous dans un instant. Tibour Sadagbe. Tibour Sadagbe. Pourquoi Habib me regarde comme ça? Habib, arrêtez de traumatiser l'avocat, le psychologue de la communication. Je suis de notre phasé, plateau. comme on dit. Voilà, très phasé. Donc, alors, on a remarqué en tout cas que la période des vacances a été un sérieux incubateur de la maladie et que les diverses réactions qu'on a observées sur la toile, sur les chaînes nationales et sur quelques canards, en tout cas, attiraient l'attention sur le fait que la maladie gagnait énormément de terrain, en tout cas au niveau de la métropole. Chez nous, à Cotonou, beaucoup plus dans les villes secondaires. Alors, aujourd'hui, la démarche est qu'il faut sensibiliser pour que, au-delà des gestes barrières, au-delà du port du masque, que les gens sortent pour aller se faire vacciner parce qu'aujourd'hui, au niveau de Alada et le CNHU, c'est vraiment full. Alors, en prenant cette décision-là au Palais de la Marina pour inciter l'administration, on sent que le gouvernement commence par essayer quelque chose et que de là à ce qu'on sorte du palais, ça va arriver au niveau des ministères, au niveau des directions, pour qu'on pousse la fonction publique en tout cas à se faire vacciner tout le moins possible. Est-ce que c'est ce qui se profile? Alors, il faut dire que nous sommes face à un vrai drame. Parce que quand on annonce des morts, peut-être quand les personnes décédées ne sont pas proches de nous, nous ne vivons pas ça comme cela se doit. Nous voyons des noms. Takwa parlait tout à l'heure d'un prélat qui a rendu l'âme. Et un collègue aussi. Ainsi de suite. Chaque jour, la liste s'allonge, chaque jour. Alors, il faut dire que moi, depuis le début de cette crise, j'ai vraiment apprécié la façon dont le sang-froid avec lequel le gouvernement a géré. Il fut un moment où tout le monde mettait la pression sur tous les gouvernements africains pour qu'on aille au confinement total et tout. Bon, je crois quand même que après, on s'est dit on a eu raison de ne pas faire ce type de confinement parce qu'on a pratiquement pas d'économie, on a un tissu économique très très chétif, très maigre qui ne tiendrait pas. Et le chef de l'État l'a expliqué. Et d'ailleurs, le ministre de la Santé, qu'on voit au four, au moulin et tout, franchement, je crois qu'il fait de son mieux. J'ai eu le sentiment qu'à un moment donné, nous avons baissé la garde. Absolument. Nous avons baissé la garde parce que nous avons fait 3, 4, 5 mois comme ça où il n'y avait absolument plus de. Il n'y avait plus d'annonce, voilà. Il n'y avait plus, on ne savait plus, il n'y avait plus de tableau de bord. Merci. On ne nous présentait plus rien. Et puis subitement, quand on a commencé par avoir les informations, le mal était déjà parti. Donc je me dis qu'à un moment donné, il y a eu baisse de vigilance. Et le mal est parti, parce qu'en temps, donc, on a totalement oublié cette affaire de Covid. D'ailleurs, moi, je suis allé me vacciner. Et après, j'ai du mal à convaincre des gens d'aller se vacciner. Et pendant ce temps, les spécialistes des fake news
les complotistes étaient, eux, à l'œuvre. Ils étaient en train de marteler du matin au soir des informations. Quand on se vaccine, on ne vit pas 6 mois. Quand on se vaccine, on perd ses capacités rectiles. Quand on se vaccine, ça change les chromosomes. Et puis après... Donc, ceux-là ont pris ce temps pour travailler. Et donc, lorsque nous sommes en train de nous réveiller maintenant, mais discuter avec n'importe qui, vous voyez que les gens, même surtout dans l'élite, vous voyez des gens qui vous donnent des arguments pour lesquels ils ne veulent pas se vacciner. Mais vous savez, moi je leur dis, mais écoutez, moi je me suis vacciné par exemple, regardez-moi. Donc, les décisions que le gouvernement a pris le taureau par les cornes, c'est à saluer, c'est-à-dire l'annulation de toutes les manifestations à caractère culturel et festif et tout. Ça, franchement, c'est à encourager. Ce n'est pas suffisant. Et comme l'a dit Takou, moi je ne dirais pas qu'il faut associer les médias ou tout. En tout cas, tout ce qu'on peut faire pour qu'aujourd'hui, le Béninois ne passe plus une seule journée sans voir une information de Covid, quel que soit le milieu dans lequel il se trouve. Parce que ceux qui meurent, c'est des parents du genre, même si ce ne sont pas nos parents, peut-être autour de cette table, c'est des parents des gens, c'est des pères de famille, c'est des... Comment dire, et surtout ceux qui tombent malades, qui sont pris en charge dans les centres et tout, qui sortent dans l'anonymat. Moi, je trouve que ça, là aussi, ce n'est pas bien. Il y a des personnes publiques dont l'expérience peut servir aux autres. On a vu par exemple le professeur Victor Topanou qui a fait un témoignage qui a circulé. Ça, c'est bien pour la communication et tout. Et là, le défi qui vient maintenant, c'est le défi de la rentrée scolaire. Tout à fait. Vous voyez le niveau du Covid, le niveau et de plus en plus, la cible est de plus en plus jeune. Au début, c'était au-delà de 56 ans et tout. Actuellement, il paraît même que les jeunes commencent pas à le faire et la rentrée va commencer. Donc, nous sommes vraiment dans une situation délicate. Et puis, de toute façon, chacun apporte sa pierre. On ne va pas tout laisser au gouvernement. Chacun aura à faire ce qu'il a à faire. Abid Dagogo, vous qui avez été à un moment donné dans le milieu médical, il y a eu une demi-dizaine de personnes émanant du corps de la santé, des médecins, des professeurs, d'éminentes personnalités du monde de la santé, dont on a vu les noms circuler à la chaîne qui étaient décédés. Et quand on a fouillé un tout petit peu, on s'est rendu compte que toutes ces personnes-là n'étaient pas vaccinées. Comment cela s'explique qu'il y a autant de réticence au niveau des personnes, du corps même de la santé face au vaccin? La réticence face au vaccin humaine, naturelle. L'argument, c'est que tous les vaccins qu'il y a eu ont été d'abord expérimentaux. Donc, personne ne veut aller servir de remettre son bras pour choper une maladie qu'il n'avait pas. C'est l'argument de base. Mais la réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a un variant qui est super dangereux. J'ai eu une information là-dessus. J'ai eu froid dans le dos il y a quelques minutes. Donc, la question que nous nous posons aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons de concret à opposer à ce variant-là et à la maladie en général? C'est le vaccin. C'est le moindre mal, si c'est un mal, justement. Bon, donc, je pense que... Bon, j'ai vu des personnes qui se sont vaccinées et qui n'ont rien. Tiburce, ça fait bientôt 8 mois. J'ai ta référence. Oui, Tiburce, c'est ma référence. Parce que le jour où il s'est vacciné, ouais, j'ai publié quelque chose sur le forum où je disais que 2 ans après, il allait mourir forcément. Ah non, mais quand je regarde... Je n'ai jamais été plus en forme que ça. Voilà. Alors, moi, je me suis vacciné il y a 2 jours. J'ai eu quelques fièvres normales parce qu'on m'a expliqué que ça allait se passer comme ça. Après, bon, ça va, je me suis vacciné. Dans l'histoire, tu as failli pleurer quand même, parce que j'ai vu la photo. Non, c'est le coup. Quand le coup partait, coup j'ai résisté. Le coup. Mon organisme a résisté. Donc, tu vois, c'est normal que les gens aient peur. Mais je pense que maintenant, il faut y aller. Et comme le disaient mes prédécesseurs, c'est le moment... d'informer. C'est le moment pour le ministère, les pouvoirs publics, d'organiser une information structurée, ouais, et qui tente de balayer la fausse information. Parce qu'il n'y a pas ce jour-là où quelqu'un dit, oui, la photo de cette dame-là, si on a très peu parlé du bois quelque part, on a très peu parlé de la décision d'imposer le vaccin.
au niveau des employés de la présidence. Et là encore, je vais rester avec le recruteur que vous êtes, parce qu'on en a parlé quand il s'était agi du groupe de presse Le Matinal. Est-ce qu'on a le droit de faire ça quand il y a autant de réticences, il y a autant d'éléments qui amènent à douter de la... je ne vais pas dire de la grande qualité du vaccin. Est-ce que quand il y a autant de... On a eu Pfizer, on a eu Johnson & Johnson qui nous assure que d'ici 6 mois, il faudra repartir prendre une deuxième dose alors qu'on nous a dit que c'est une dose unique parce que justement au bout de 6 mois, cela s'altère. Quand vous avez ce type d'information, est-ce qu'il n'est pas séant de se dire je préfère attendre 6 mois, 1 an pour que les laboratoires se concrétisent dans leurs recherches avant d'y aller? Est-ce que ce n'est pas humain? C'est humain et toute contrainte par rapport à cette affaire de vaccin est une atteinte à l'intégrité. Bon, on part de là d'abord, une atteinte à l'intégrité, droit de l'homme et tout. Mais nous sommes en face d'une pandémie et nous sommes en face d'une situation exceptionnelle. Alors, est-ce qu'on ne va pas se soumettre à ce que nous considérons, que la majorité considère comme salvateur? Vous voyez, aujourd'hui, il y a des gens qui... moi, j'ai résisté, hein, j'aurais résisté, je me dis, bon, je vais attendre, mais à un moment, je me dis, avec ce que je vois, étant donné que je ne vois pas trop de casse avec le vaccin, en dehors des petites news que les gens envoient et auxquelles je ne crois pas, autre mesure, et je me dis, pourquoi ne pas y aller? Et là, je me dis, bon, alors, si le niveau de compréhension de la population n'est pas élevé et que les fake news sont en train de surnager la vérité, bon, on peut aller à une certaine contrainte. On peut aller à une certaine... il a influencé. Alors, on revient donc à Boubacar Tekou pour, avec beaucoup plus de sérieux. Hein, quand je veux parler de cette pandémie-là, j'ai toujours du mal à rire parce que c'est... On a tellement de personnes tombées, décédées, dans le monde même des artistes, dans le monde des personnes connues, des personnes de notre quotidien, ouais, qui sont sévèrement tombées, sérieusement tombées ces derniers jours. Et au-delà de ces grands artistes, Jacob Desvarieux, Manu Dibango, toutes ces Pape Diouf, toutes ces personnes-là qui sont tombées au nom de cette pandémie-là, est-ce qu'il n'est pas temps que les gens se réveillent et comprennent que cette histoire-là nous concerne tous et qu'il n'y aura pas de meilleurs résistants à la vie que ceux qui s'embarquent dans l'aventure maintenant. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont pressés de vivre un peu plus longtemps que 2 ans, alors que la survie d'aujourd'hui est déjà beaucoup plus problématique. Donc, au-delà d'inviter la presse, au-delà de demander au gouvernement d'être un peu plus souple dans la contrainte, qu'est-ce qu'il faut véritablement faire pour cette prise de conscience au sein de la population? Oui, quand on dit prise de conscience, cela appelle encore à l'appui, à la technicité de la presse, des médias. Je suggère, si j'en avais les possibilités, que le gouvernement rencontre la presse sur cette thématique-là. Qu'on écoute les sachants en la matière, qu'on définisse une bonne politique de communication, de médiatisation, afin de créer la psychose de la population. Maintenant, j'irai plus loin. Vous avez vu pour la poliomyélite, on voyait des sages-femmes ou des infirmiers qui passaient de maison en maison pour appeler les parents à faire vacciner leurs enfants. Pour le cas de la Covid, est-ce qu'on ne va pas envisager, il y a beaucoup de chômeurs aujourd'hui, qu'on en recrute, qui vont garder les barques ou bien les glaciers et choisir des infirmiers, parce qu'il ne faut pas nécessairement être médecin, docteur, avant de vacciner. Qu'ils passent à la limite, de maison en maison, réveiller les gens pour les inciter à faire le vaccin. Parce que c'est plus facile, je crois, que si on toque à ma porte, à mon portail, j'ouvre, que je trouve un agent de la santé qui dit bon, on est là pour le vaccin, je crois que les bureaux ne sont pas dans ce tempérament à renvoyer les gens. On sera tenté de le faire. Et c'est pourquoi j'appelais tout à l'heure à ce qu'on décentralise davantage les centres de vaccination. Si tant est que c'est la vaccination qui est la solution, mais alors que le gouvernement mette tous les moyens pour faciliter l'accès au vaccin, c'est mieux que de se comporter de façon un peu dictatoriale en
disant de facto que si personne ne se fait vacciner, eh bien, il n'a pas accès à... Et il se fait licencier tout simplement d'ailleurs. D'accord, très très bien. Alors il nous reste 3 minutes. Oui, mais sur le sujet, il faut déjà saluer le type de communication qui a consisté à montrer la photo du chef de l'État en train de se faire vacciner. Et c'est ce que je disais d'ailleurs la dernière fois quand on parlait du groupe de presse qui a fait injonction. Je me suis dit, mais en fait, c'est pas efficace. C'est pas efficace de contraindre des gens à aller faire, et sans tenir compte de leur peur. Vous voyez, s'ils disent non, juste pas négligence, ou s'ils n'y vont pas juste pas négligence et tout, peut-être des mesures coercitives, d'accord, mais si les gens ont vraiment peur, je crois qu'il vaut mieux amener la grande majorité à être d'accord. Cette image, moi je l'ai aimée. L'image du premier des Béninois en train de donner son avant-bras pour recevoir la dose, moi je l'ai aimé. Et je trouve efficace aussi tous ceux qui se sont fait vacciner et qui ont posté les photos sur leur page, sur leur mur, Facebook et tout. En fait, ça a un effet. On n'a pas besoin de terroriser les gens pour les amener à se vacciner. Donc moi, franchement, j'ai aimé ce type de communication. Et je demande vraiment à tous ceux qui nous suivent, c'est ma position. Il y a aussi une autre image qui a circulé, celle de Sommet, où on a vu plusieurs fosses alignées qui montraient les conditions, en tout cas, dans lesquelles devraient être enterrées les personnes atteintes de Covid. C'était ça, c'est bien. Quand il dit, ça, c'est la communication. Voilà. Communication, c'était vraiment pour choquer, montrer aux gens qu'à la chaîne, ils seraient enterrés ce que les hommes des médias n'aiment pas dire. Il faut qu'il y ait un budget Covid pour la presse. Un budget Covid pour la presse avec un arbitrage, une régulation qui sanctionne positivement les médias qui se seraient donnés à fond dans la vulgarisation pour aider à limiter les dégâts de cette maladie. Un budget presse, un budget Covid presse, il le faut. Très bien. Ça, ce sera le psychologue à la communication. Le verger psychologue à la communication. Mesdames, Messieurs, le temps a quelque chose qui file entre les doigts sur ce plateau à une vitesse de la lumière. Nous sommes arrivés au terme de cette émission, C'était un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On remercie nos amis de la régie qui étaient avec nous comme d'habitude. On se retrouve avec le même plaisir la semaine prochaine et on espère en tout cas vous retrouver en santé, en très bonne santé et surtout retrouver plus de vaccinés derrière leur petit écran. À très bientôt. Salut, on vous aime. Merci. Merci.